Aujourd'hui pour moi, mesdames et messieurs, c'est retour à l'école japonaise. Les règles strictes comme par exemple le nettoyage dans les salles de classe ou encore la vérification des sous-vêtements qui doivent être de couleur blanche, maintenant vous connaissez. Parce qu'effectivement dans une ancienne vidéo je vous avais cité 5 règles absurdes dans les écoles japonaises. Et comment j'ai fait pour en citer que 5? Vraiment je vous le dis, c'était la colline qui cache le mont Fuji. Mais attention, les règles que je vais vous donner aujourd'hui, elles ne sont pas appliquées dans tout le Japon. Ce sont vraiment des règles qui ont été recensées comme étant abusives et donc du coup on a pu récupérer tout ça ici et là. Enfin quoi qu'il arrive, ces règles recèlent les secrets de la culture nippone. Car après tout, l'école, c'est le point de départ, le passage obligatoire, là où tous les Japonais vont se former. Et donc finalement, c'est elle qui construit la société japonaise de demain. Les étudiants japonais, ils ont bien sûr les cours, mais en plus les juku, les cours du soir qui finissent parfois jusqu'à 22 h. Et comme c'est pas des surhommes, et bien forcément, ils sont claqués. C'est pour ça qu'ils prennent souvent des remontants assez balèzes pour pouvoir tenir le coup. Et malheureusement, ils consomment souvent des boissons énergisantes où il y a à l'intérieur beaucoup de produits non recommandables. C'est super, ça te tient éveillé, mais malheureusement, ça défonce tout dans ton corps. Ah, si seulement ils connaissaient une solution sans sucre, sans taurine, à base de colorants et arômes naturels. Bah en fait la solution elle est là, Oli. J'utilise souvent en pré-workout pour me donner un coup de boost avant une séance bench où je vais faire 4 fois 80 kg 10 répétitions. Oui, c'est très précis. Ça me fait plaisir de parler d'eux parce qu'en plus c'est un produit que je consomme régulièrement. Oli c'est sous forme de petits sachets comme ceci ou en forme de pot et tu as 3 gammes différentes. La première, Oli Energy, c'est celle que j'utilise, voilà, c'est pour donner des gros coups de boost avant un effort. Ensuite tu as le Iced Tea comme ceci avec des antioxydants et des vitamines et ça c'est excellent pour arrêter les sodas. Et il y a les petits nouveaux, c'est Oli Hydratation. C'est bourré d'électrolytes et de minéraux et c'est excellent pour faire un effort en longue durée. Pour une première fois je vous recommande vraiment les packs découvertes, ça permet de tester plein de goûts différents. Comme ça tu peux savoir lequel tu préfères et moi mon préféré c'est le requin, voilà, j'aime beaucoup, c'est fraise, c'est fraise orange, classique, mais j'aime beaucoup le goût. Il y a aussi Piranha avec pomme grenade, ça tu vois il est plus rare, mais qu'est-ce qu'il est bon. Vous avez bien sûr mon lien et mon code de réduction dans la description, Louis 5. Quand on rentre dans une école au Japon, on passe toujours par la cour et on arrive dans ce genre d'entrée. Et là, on voit tout de suite énormément de compartiments. C'est ce qu'on appelle des getabako et c'est d'ailleurs un des lieux préférés dans les dramas pour ce qui est des romances. Et c'est normal en vérité, parce que là, on a des numéros, mais parfois, il y a carrément le nom de la personne qui est inscrit. Et du coup, c'est un excellent endroit où on peut glisser une lettre d'amour. Et d'ailleurs, autre chose, c'est un excellent moyen d'espionner pour savoir qui est à l'intérieur de l'école et qui est dehors. Parce qu'effectivement, à l'intérieur là où vous voyez il n'y a rien, mais au sein de l'école japonaise, eh bien on va pas se balader en chaussettes, on va mettre ce qu'on appelle des uabaki. Ce sont des chaussures très légères et très souples qui sont blanches et généralement au bout il va y avoir un signe distinctif de couleur, par exemple une petite bande, et ça permet de savoir en fait ton niveau de notes que tu as à l'école. Non je plaisante, c'est juste pour savoir dans quelle classe tu es. Encore une fois les chaussures c'est considéré comme quelque chose de sale, le soto, et donc on va se laver les mains. Et d'ailleurs un truc qui m'a toujours plu, c'est que dans les robinets au Japon, tu peux les mettre vers le haut. Et ça pour boire c'est trop bien, t'es pas obligé de te casser le cou là, tu peux juste... Vous avez compris. Et juste après, on arrive dans les escaliers. Alors là, pour le coup, c'est pas représenté, mais je me souviens quand j'étais à l'école, d'un côté et de l'autre, il y avait des flèches pour savoir de quel côté tu montais, de quel côté tu descendais. C'était super pratique. Et je me souviens aussi d'un autre truc, c'était qu'il y avait un panneau qui était écrit « Attention, signalétique à ne pas respecter lorsqu'il y a un tremblement de terre ». Ça paraît logique. Faut mieux que tout le monde descende, on va pas se... Vous avez compris. Perso, avant que les cours commencent, j'allais toujours aux toilettes, voilà, petit rituel. Mais au Japon, j'ai découvert qu'on était sur une quasi-obligation. Moins 10% sur ta note pour chaque passage aux toilettes. Non, c'est pas une blague, c'est un lycée de la préfecture de Shiga qui a appliqué ceci à leurs élèves. Lorsque tu avais un examen et que tu allais aux toilettes, c'était automatiquement moins 10%. Et même pas parce qu'on suspecte de tricher ou quoi, c'est juste parce qu'on n'aimait pas que les élèves aillent aux toilettes. Finalement, le lycée a décidé de retirer cette règle parce que, je cite, elle ne respectait pas assez les droits de l'homme. Ah, rien que ça. Mais si vous pensiez qu'ils exagéraient, il y avait un autre lycée dans la préfecture de Shiga, décidément, qui carrément te comptait absent durant un examen si jamais tu allais aux toilettes. Ah, comme ça c'est réglé, hein. Imaginons à cause du stress, là tu es en examen, t'as envie de, voilà, d'aller aux toilettes ou quoi. Non, tu te fais dessus. Sinon c'est comme si t'étais pas venu. Comment les mecs ils peuvent en arriver là? Alors bien sûr, le but c'était pas que les étudiants se fassent dessus, le but c'était que les élèves apprennent à se concentrer davantage sur l'examen. La règle a été après quelques temps abolie parce qu'elle recevait beaucoup de critiques. Mais attendez, ce n'est pas fini parce qu'il y a un autre lycée qui appliquait ce genre de règles, pas que pour les examens, mais aussi pour les cours. Ouais, clairement, ce genre de scène devait exister dans ce lycée parce qu'il y avait des règles très précises concernant le passage aux toilettes pendant un cours. C'est 60 secondes maximum pour les garçons, 180 secondes maximum pour les filles. Si vous dépassez ce temps-là, vous êtes considéré comme absent du cours. C'est un truc de ouf. Enfin, qui peut faire ça en 60 secondes? Et puis imagine, tu arrives, tu t'installes sur le trône, t'es nickel, tu te dis ah, c'est bon, je me presse et tout, je fais ça vite. Plus de papier toilette.
c'est fini, terminé, game over. Je sais pas, est-ce que les professeurs ont peur que les élèves réveillent un esprit vengeur dans les toilettes comme Hanako-san? Si vous ne connaissez pas Hanako-san, c'est une légende urbaine excessivement populaire au Japon où on raconte qu'au 3e étage, dans un établissement scolaire, dans les toilettes des filles, à la 3e toilette, si vous toquez 3 fois à la porte et que vous appelez 3 fois Hanako-san, elle vous répondra. Et je vous déconseille d'ouvrir la porte parce que sinon elle va vous emporter avec elle dans l'autre monde. Bref, ça c'est juste une légende urbaine, mais la vraie raison, c'est qu'apparemment, les élèves japonais, ils ont un peu trop abusé sur le pouvoir des toilettes. Et ça expliquerait pourquoi certains établissements ont été obligés carrément de chronométrer le passage aux toilettes pour ne pas que les élèves en abusent. Bon, je vous avoue, c'est pas tout ça, mais moi, faut que j'aille en classe. La salle de classe, Kyoshi en japonais, c'est là où l'élève va passer clairement 80% de son temps, que ce soit pour étudier, mais aussi autre chose. Effectivement, lorsque tu es au primaire, on va récupérer les tables comme celle-ci, les mettre par groupe de 4 pour que ça soit plus convivial, mettre une nappe par-dessus pour ne pas salir, et on va vraiment manger dans la classe. Et pour le service, ça se passe derrière. Au fond de la classe, il y aura des élèves de 5 à 10 ans en fait qui font partie de la classe, qui donneront à manger aux autres élèves. Ils vont devoir doser les menus pour faire en sorte qu'il y ait entrée, plat, dessert, et la boisson d'ailleurs c'est du lait, et mine de rien, faire les bonnes doses pour tous les élèves pour que tout le monde ait à manger, c'est pas si facile que ça. Pour ce qui est des cours de cuisine, ça se passe dans cette salle et on peut voir que les plans de travail, eh bien, ils sont bien adaptés à la hauteur des enfants. Et je trouve que le concept même de cours de cuisine est vraiment excellent. Ça permet de te préparer lorsque tu seras plus grand et justement, lorsque tu es plus grand, tu peux rapporter ton propre bento à l'école. Sauf qu'une nouvelle règle intervient. Imaginez vous mangez tranquillement votre bento et là, clac, votre professeur l'entrevoit. Discrètement, il vous convoque en dehors de la classe et il vous dit que votre bento est non conforme. Alors quoi, c'est un aliment qui est interdit, une quantité trop grosse? Pas du tout. Celui-ci typiquement, il est tout simple, donc ça passe. Mais dans les bento au Japon, il existe une hiérarchie. C'est pas forcément celui qui est avec les produits les plus chers qui est au sommet de la chaîne. C'est plutôt celui qui est le plus esthétique, le plus joli. Et c'est ceux-là qui sont interdits. Si votre bento est trop joli, vous allez avoir des problèmes. Avec cette règle, l'école veut éviter que des parents d'élèves fassent un rapport ou encore appellent le directeur pour dire que c'est injuste que certains élèves aient le droit à avoir des jolis bento, parce que eux n'ont pas le temps ou encore n'ont pas les capacités d'en faire pour leur fils ou leur fille. Rien ne doit te faire remarquer par rapport aux autres, pas même la nourriture. Mais bon, la salle de classe c'est quand même le lieu de prédilection dans beaucoup de mangas, que ce soit des shonen ou encore des shoujo. La romance elle est bien présente dans les salles de classe. Et pourtant la réalité, c'est tout autre. Pas de romance pour les élèves japonais, ça c'est vraiment le colosse parmi les règles japonaises à l'école. Mais bon, pour ce qui est de l'application, c'est un peu plus laxiste. Surtout que c'est pas une question de ne pas exprimer son amour dans l'établissement en mode je n'ai pas le droit de tenir la main ou encore pas de bisous dans l'établissement. Non, pas du tout. Ça intervient même en dehors du cadre scolaire, même si c'est pas... Non, pas de relation. Et c'est cette règle qui a fait prendre conscience aux japonais de la stupidité de certaines règles à l'école. Et on appelle ça des black kosok. Automne 2019, à Nakano, une lycéenne a été forcée d'abandonner ses études parce qu'elle entretenait une relation avec un garçon. Et comme si c'était pas assez, après ça, le directeur l'a convoquée dans son bureau et lui a suggéré, insinué fortement de quitter d'elle-même l'établissement scolaire. Il est pas responsable, c'est elle qui l'a fait. Elle a compris que son comportement était inacceptable. Vous ne faisiez qu'appliquer les ordres, les règles après tout. Tout ça pour dire que le directeur, même s'il venait d'éjecter une lycéenne de son cursus scolaire obligatoire, il n'avait pas beaucoup de risques. Enfin ça, c'était ce qui était prévu dans sa tête. 2 ans plus tard, la jeune fille estime qu'elle a subi une pression morale et mentale pour quitter son établissement, et de ce fait, elle attaque en justice la Horikoshi Gakuen. Forcément, les médias vont s'intéresser à son cas, et là, ça commence à faire sortir des histoires d'outre-tombe sur les règles japonaises. Une fille qui a été obligée de se teindre les cheveux en noir alors qu'elle a naturellement les cheveux bruns, ou encore la règle qui interdit les filles d'avoir une queue de cheval parce que ça pourrait montrer leur cou et donc exciter les garçons. Je pense que vous l'avez remarqué, mais ces règles ce sont celles que j'ai énoncées durant ma première vidéo. Et de toute façon, même si tu te retrouves confronté à elles, les profs savent que c'est stupide, mais ils ne vont pas te dire ah tu as raison, on devrait changer les choses. Non 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 non. Ils vont te répondre ah 3 nenkan dake dakara gaman shiro. Et c'est comme ça que des règles d'un autre temps ont pu traverser les âges sans jamais être inquiétés pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, certains établissements ont pu apporter en cours de route certaines mises à jour. Ce qui fait qu'une relation amoureuse n'était plus proscrite, mais qu'elle était soumise à condition. Autorisée seulement si c'est une fille ou un garçon de l'établissement. En gros, tu as le droit de draguer uniquement dans ton lycée.
pas ailleurs que dans ton lycée. La raison potentielle que je vois à ça, c'est que si on te voit à l'extérieur avec quelqu'un qui a un autre uniforme d'un autre établissement, on comprend tout de suite que vous êtes plus ou moins ensemble. Alors que si c'est quelqu'un du même établissement et donc avec le même uniforme, on sait pas trop si c'est un ami, si c'est un partenaire de travail. Après, il y a une autre condition qui va souvent de pair, c'est faire approuver sa relation par le professeur. Mais on est où là? Je veux dire, et pourtant celle-ci c'est une des conditions les plus communes dans les règlements intérieurs japonais. Ton professeur peut approuver ou non ta relation. En mode non, lui c'est pas un bon élève. Lui par contre, tu peux y aller et étudier avec lui à fond, vraiment. Hein. Étudier les gars. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est vrai qu'un professeur au Japon est beaucoup plus impliqué dans la vie de ses élèves au-delà des cours, mais quand même, je pense qu'il y a une limite. Pas de smartphone pendant les cours. Alors cette règle pour moi elle est tout à fait normale et je pensais que c'était comme en France, c'est-à-dire que oui c'est interdit pendant les cours, mais tout le monde l'a dans sa poche ou dans son sac. Et bien au Japon j'ai été très surpris de voir que sa mise en application est vraiment prise au sérieux. Ils ont dans la classe une boîte qui est subdivisée où on peut mettre le téléphone de chacun. Il y a bien le nom de chacun sur une étiquette pour savoir où tu places ton téléphone et quand le cours est fini, eh bien tout le monde peut récupérer son téléphone. Pas de critérium avant le collège. Ceci est un objet interdit. Tout du moins, quand j'étais en primaire au Japon, c'était interdit. Forcément, vous me connaissez, j'adore la papeterie. Mais oh, ça s'arrête pas, ça s'accroche après. Je suis venu un jour en classe avec un super critérium vraiment nickel, incroyable. On m'a dit, qu'est-ce que tu fais Louis? Ça, c'est chez toi, pas à l'école. Au début, je pensais que c'était pour une question de conformisme avec tout le monde, sauf que apparemment, à partir du collège, tu peux, y a pas de problème. Critérium autorisé. Wow, pas de montre. Je me suis ramené une fois avec une montre. Le professeur m'a dit, tu ne sais pas lire l'heure sur l'horloge? Vraiment, c'est bon, j'ai arrêté, je ne mets plus de montre, même encore aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, la montre ça peut être un vecteur social et c'est donc pour ça que c'est interdit au Japon. Et oui, au Japon, le concept de professeur remplaçant n'existe pas. Si le professeur n'est pas là, eh bien c'est tout simplement le délégué qui va venir et qui va faire cours. Non, je ne blague pas, c'est ça s'il a vu le chapitre bien sûr, mais s'il n'a pas vu le chapitre, eh bien chacun va travailler en autonomie et c'est la grande majorité des cas. Tout le monde va faire ses devoirs indépendamment et individuellement. Comme ça, chacun est bien dans son coin et ça reste très calme. Et oula, d'ailleurs j'allais oublier, mais pendant le Covid, il y avait une autre règle au Japon, c'est qu'il fallait porter un masque, mais attention, pas n'importe lequel. Ce masque-là, c'est le modèle autorisé au Japon. Alors, pas de question de FFP2. Oui, je sais, ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu ce mot. Mais non, ce n'est pas une question de ça. C'est juste que tu es obligé d'avoir un masque de couleur blanche. Pas de fantaisie noire. Oh là là, bleu, rouge. Et oui, même là-dessus, le Japon uniformise bien tous les élèves pour qu'il n'y ait pas de différence entre eux. Et quand je vois jusqu'où ils sont obligés d'aller, c'est là où je vois que mettre un uniforme pour lutter contre le harcèlement, c'est pas très efficace. Les gens trouveront toujours un moyen de se différencier et de rabaisser l'autre pour harceler. C'est pas une question de vêtements. Ça passe souvent dans des médias japonais et c'est très présent dans la pop culture. C'est donc pour ça que personnellement je trouve le port de l'uniforme pour limiter les inégalités assez peu efficace. L'uniforme en lui-même en revanche c'est super cool et justement en parlant d'uniforme, il faut qu'on aborde le sujet. Pas d'accessoires, ça vous l'avez compris, mais il y a quelques petites subtilités. Par exemple, forcément c'est interdit d'avoir des boucles d'oreilles, mais vous avez le droit d'en amener. Ça n'a aucun sens, ça me rappelle un peu la loi sur la marijuana au Japon. Vous n'avez pas le droit d'en porter sur vous, mais vous avez le droit de la consommer. Il n'y a pas d'interdiction de la consommer, bref, ça n'a absolument aucun sens. Forcément le but de l'uniforme c'est d'avoir un sentiment fort d'appartenance à son établissement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tous customisés, que ça soit les boutons de manchette ou encore des patchs brodés. Il va falloir forcément mettre un nombre de règles colossales pour garder cette uniformisation. Forcément, vous connaissez la vérification de la couleur des sous-vêtements qui a été faite en soulevant la jupe des filles, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'il y a une autre vérification, c'est celle de la longueur des jupes. Beaucoup veulent la raccourcir pour paraître plus mignonne et donc généralement à l'entrée, donc là on était dehors tout à l'heure, eh bien il y a un professeur qui vérifie ça, pas avec une règle ou quoi. Bon, il y avait des cas extrêmes, mais pour le coup là c'est plus un professeur qui va regarder à l'œil nu et qui va dire non là c'est trop court, il faut que tu déplies ta jupe parce qu'effectivement elle n'est pas raccourcie en la coupant, elle est raccourcie en faisant des ourlets au niveau de la taille et c'est vraiment quelque chose que je pense toutes les lycéennes japonaises ont fait au moins une fois dans leur vie. Interdit d'être en uniforme dans la rue après 22h. Oui, c'est une vraie règle. Comme chaque élève représente son établissement qu'il fréquente, et bien lorsqu'il est arrêté, je ne sais pour quelle raison, en tenue d'uniforme, et bien souvent, les policiers vont appeler d'abord le directeur de l'école avant même d'appeler les parents. Et je pense que c'est pour éviter de ternir la réputation de l'école que l'école oblige à ne plus porter l'uniforme après 22h. Pour rappel, les Bosozoku et les Skeban, donc respectivement les gangs de lycéens motards japonais et les délinquantes japonaises, souvent portaient des uniformes qui étaient rapiécés pour illustrer l'appartenance à un clan. On peut retrouver ça dans Tokyo Revengers et fatalement on comprend pourquoi un établissement voulait pas être associé
aussi à ça. Et d'ailleurs, une théorie voudrait que la majorité des règles ultra strictes qu'on peut retrouver dans les écoles japonaises, donc ces fameuses Bulak Kurosoku, elles viennent de cette ère Showa où il y avait des délinquants japonais extrêmement violents. La violence était vraiment stratosphérique et je pense que les directeurs d'établissement faisaient de leur mieux pour essayer de protéger le cadre scolaire. C'est pour ça qu'il y avait carrément une règle qui était dédiée au Bonsozoku, c'était interdit pour un étudiant d'avoir une moto. Comme ça c'est clair, ne soyez pas délinquants. Bref, sauf qu'aujourd'hui ces gangs de motards n'existent plus vraiment et donc cette règle de l'uniforme après 22h, elle n'a plus lieu d'être et au contraire je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui la transgressent sans le savoir, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les juku. Ces cours-là, ils finissent super tard, c'est pas rare qu'ils finissent à justement 22h ou encore même minuit. Donc cette règle c'est vraiment les restes d'une ère où les juku n'existaient pas. L'uniforme et rien d'autre. Alors ça, déjà, faut que je vous explique, est-ce que vous saviez qu'il y a deux types d'uniformes systématiquement dans tous les lycées japonais? Forcément, il y a la version été et la version hiver. Le 1er juin, on passe de hiver à été, et le 1er octobre, on passe de été à hiver. Sauf que lorsque tu as forcément trop chaud ou trop froid, il y a une notion fantastique japonaise qui réintervient dans cette vidéo, le gamma. Tu prends sur toi, tu as trop froid, on s'en fiche. Tu as trop chaud, on s'en fout, tu souffres. Et tu te tais. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait aussi. Mais tout le monde se plaint. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas changer la règle pour tout le monde? Ah bah non, ce serait compliqué. On va pas changer une règle comme ça juste pour ton plaisir. Non. Et sur le papier, pourquoi pas? Sauf que les écoles japonaises, elles partent dans des extrêmes. Typiquement, c'est interdit de mettre un manteau. Il y a un étudiant, il a été réprimandé parce qu'il portait un manteau. D'ailleurs, le gilet de sport de son établissement, sauf qu'il a été intelligent, il l'a bien enlevé au moment de sortir du bus et donc on l'a vu rentrer dans l'établissement juste avec l'uniforme. Mais même ça a pas suffi. On l'a dénoncé. Quelqu'un l'a vu avec un gilet et on l'a dit « Comment ça? Tu ne souffres pas comme tout le monde? Mais quelle honte !» Ça pour le coup, il y a beaucoup d'étudiants japonais qui s'en plaignent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les professeurs qui sont censés montrer l'exemple, eux, viennent avec les manteaux qu'ils veulent, avec le nombre de couches qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Et ça me rappelle beaucoup le coup de la salle de classe. Dans la classe, interdiction de mettre la clim, mais dans la salle des professeurs, en revanche, là c'est clim à pleine balle toute la journée. Mais si vous pensiez qu'on avait touché le fond, vous vous trompez. Si maintenant vous savez que le manteau est interdit pour hommes et femmes lorsqu'il fait froid, vous remarquerez quand même que sur la tenue, il y a un des deux parties qui est plus découvert que l'autre. C'est pour ça que les filles ont quand même le droit de mettre des collants lorsqu'elles sont en jupe pour ne pas avoir les jambes à l'air en hiver. Je plaisante, c'est faux, elles n'ont pas le droit aux collants. Et vous voulez savoir c'est quoi la petite cerise sur le gâteau? C'est que comme, chez les hommes, on ne peut pas vérifier s'ils ont des collants ou pas, les hommes, eux, peuvent porter des collants, et ils le font discrètement, voilà, dans l'interdiction la plus totale, mais les femmes, elles, sont obligées d'avoir toujours les jambes à l'air. Et d'ailleurs dans le même délire, je vais pas tout citer, mais c'est interdit de s'éventer avec un éventail lorsqu'il fait trop chaud en été, vous n'avez pas le droit de mettre des kairo, donc des petites chaufferettes que je vous ai présentées sous les vêtements, tout ça c'est interdit. En gros vraiment il y a une volonté juste d'endurer comme tout le monde, c'est vraiment c'est très japonais ce côté de dire non mais tout le monde va participer à cet effort collectif de lutter ensemble. Mais pourquoi? On pourrait tous être bien ensemble. Ah non, faut qu'on souffre tous ensemble, ça va nous rapprocher dans cette épreuve débile de souffrir pour rien et vive les pneumonies et vive les insolations. Bref, maintenant vous comprenez pourquoi l'uniforme ça vient avec de superbes intentions mais ça devient rapidement ingérable parce que ça nécessite de quadriller et de définir énormément de points différents. Et les écoles japonaises se retrouvent à devoir créer des règles complètement inadéquates pour les élèves quitte à mettre leur santé en jeu. Mais si vous pensez qu'on avait touché le fond avec l'uniforme, je peux vous dire qu'on peut encore creuser parce que les règles les plus strictes de l'école japonaise, elles sont appliquées directement sur le corps des étudiants. Interdiction de s'épiler les jambes, que ça soit homme ou femme. Mais forcément pour hommes, on peut pas trop vérifier, alors que les femmes, vu qu'elles sont en jupe, on vérifie. Et donc vous devez avoir votre pilosité apparente à la vue de tous. Mais il y a également une autre zone que vous ne pouvez pas épiler, ce sont les sourcils. C'est mono-sourcil obligatoire. Et puis autant je vous ai dit qu'il y a certaines règles qui sont pas trop appliquées, mais celle-ci, elle est présente dans 80% des établissements de la ville de Fukuoka, donc c'est énorme. Depuis ça a été aboli, mais les étudiants qui se rasaient les sourcils, eh bien ils n'avaient pas le droit de quitter la salle de classe. Donc pas de récré, ils avaient juste le droit d'aller aux toilettes une seule fois. Et s'il y avait une assemblée ce jour-là, donc typiquement un speech du directeur, le professeur prenait un stylo et dessinait les sourcils directement sur le visage de l'étudiant. Ah, c'est fantastique quand même qu'une règle fasse en sorte qu'on puisse dessiner librement sur le visage des étudiants. C'est magnifique, surtout qu'en plus, ça vient en contradiction avec la règle suivante, comme quoi tu n'as pas le droit d'avoir de maquillage. Alors ça, pas de maquillage, c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, tant que c'est pas trop visible sur ton visage, ça passe. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de tutos maquillage qui sont dédiés pour les lycéennes pour que ça passe inaperçu. Et bien sûr, l'appellation maquillage s'étend à tous les produits de soins, que ça soit par exemple baume à lèvres, crème solaire ou encore désodorisant. Par contre, on le sait, là où le Japon ne rigole vraiment pas, c'est sur les cheveux.
pas de coupe fantaisiste et pas de couleur. Et par coupe fantaisiste, j'entends beaucoup de choses. Attacher ses cheveux, c'est non. Recouvrir ses oreilles pour les garçons, c'est non. Raser sur le côté et long sur le dessus, c'est non. Faire un lissage, c'est non. Et faire une couleur, c'est non. La couleur obligatoire, c'est noir. Et si jamais vous êtes naturellement châtain clair, blond carrément, dans ce cas-là, il vous faudra un certificat médical. Et dans le pire des cas, il y a carrément vraiment le pire des établissements, là, vous pouvez carrément avoir une obligation de vous teindre les cheveux en noir. Ça, pas de teinture, mais pour vous, vu que vous avez naturellement une autre couleur, vous allez devoir faire une teinture. On continue avec les règles sur le corps, forcément on se dépense beaucoup à l'école japonaise, il y a pas mal d'heures de sport, et là on se retrouve dans le gymnase. Alors d'habitude c'est une énorme pièce, celle-ci on sent avec l'écho qu'elle est pas mal, mais en vérité elle est assez petite. On voit quand même qu'il y a un terrain de basket. Oh j'ai été nul à chier. Mais le gymnase, il a une double utilité en fait au Japon. Il sert aussi de place pour le speech du directeur. Regardez, là, il y avait tout ce qui était les remises de diplômes, les remises de prix, les meilleurs élèves c'était qui, les speeches même aussi du bureau des élèves, voilà, tout se passait ici. Dès que tu avais besoin de faire une annonce globale à l'école tout entière, ça se passait là ou parfois à l'extérieur, mais plus souvent ici. Et tu avais le devoir de t'asseoir dans une certaine position, bien sûr, hein, cette position bien relou dont je vous ai déjà parlé. Il y a également un autre truc, c'est que les professeurs de sport, ils avaient accès au calendrier de mesdames. Ils savaient en fait à quel moment elles avaient leurs règles pour savoir tout simplement si elles ne trichaient pas pour juste pouvoir sécher les cours de piscine. Mais tout ça, ok, c'est grave, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, mais imaginez la pire règle possible pour un cours de sport. Essayez d'imaginer, je suis sûr que vous trouverez pas pire que ce qui était en vigueur au Japon jusque dans les années 90. Il y avait une interdiction pendant les cours de sport au Japon, c'était de boire de l'eau. C'est bien connu. C'est grave, c'est grave. Alors je vous ai parlé de plein de règles, mais maintenant il faut savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les enfreint. Et je tiens à préciser une chose, c'est que les témoignages que je vais vous donner, c'est vraiment des cas très précis. Et j'espère que ce n'est plus appliqué aujourd'hui. J'en ai pas la certitude, mais j'espère. Si vous enfreignez les règles, il se peut que vous receviez des coups de poing ou des coups de pied, et vos parents seront alors convoqués. Vous devrez aussi nettoyer la salle du personnel pendant une semaine et rédiger une lettre de remords. J'espère que c'était dans un autre temps. Et j'ai gardé le pire pour la fin, c'est l'histoire d'une collégienne. Rappelez-vous ça ? Collégienne. Elle était dans un établissement qui était assez strict concernant les sous-vêtements de couleur blanche et par malheur, un jour, elle a fait l'erreur de porter un soutien-gorge de couleur bleue. Et malheureusement, encore une fois, il se voyait un petit peu, peut-être un tout petit peu à travers son chemisier et un professeur de sa classe lui a fait la réflexion comme quoi il voyait que ce n'était pas un sous-vêtement de couleur blanc et donc ça enfreignait les règles. Et donc il a décidé d'appliquer une punition, l'obliger à retirer son soutien-gorge et à ne rien porter. Vraiment, quand je vois ce genre de cas, je me dis que suivre l'ordre et les règles, c'est bien, mais faut vraiment avant tout les comprendre. Parce que aussi précise soit une langue, elle ne pourra jamais englober totalement l'idée derrière une règle. Il y aura toujours des cas de figure dans notre monde qui feront qu'il faudra créer des exceptions, faudra comprendre le contexte, et trop souvent, le Japon n'arrive pas à comprendre ça, parce qu'en fait, le problème est au sein même de l'école. On ne développe pas la réflexion individuelle. On reste tout le temps dans cet esprit de communauté, de groupe, et ça a du bon, bien sûr. Mais il faut savoir aussi réfléchir par soi-même. Et pour finir, je vais vous raconter une histoire qui montre bien à quel point respecter les règles sans les comprendre, c'est parfois plus dangereux que transgresser la règle. Ça concerne une règle toute bête, totalement logique et qui semble sans conséquence. À l'heure indiquée, le portail de l'école se ferme. 6 juillet 1990. C'est le jour de l'examen final au lycée Takatsuka de Kobe. Tous les élèves s'installent dans leur salle de classe respectives. Tous ? Non. Il y a toujours quelques retardataires. Ils courent pour entrer dans la cour de l'école juste avant que la cloche ne sonne. Ce jour-là, celui qui veille sur le portail, c'est Hosoi, et il connaît bien le règlement. Lorsque la cloche sonne, il ferme le portail. Une règle normale, toute simple, toute bête. Hosoi pousse de toutes ses forces sur la grande grille de fer. Le portail fait 230 kg, on ne parle clairement pas d'un petit portail. Alors Hosoi, pour le fermer, pousse vraiment de toutes ses forces, la tête face au sol pour avoir une meilleure force de poussée. Quelques élèves arrivent encore à se faufiler pour passer entre les mailles du filet, ils prennent ces risques car ils connaissent bien les punitions pour les retardataires. Hosoi, quant à lui, ne les voit même pas. Il est trop occupé à pousser, toujours pousser, aller encore pousser. Et... Hosoi relève la tête, et sous ses yeux, une vision d'horreur. Une jeune fille, la tête écrasée entre le portail et le mur. L'étudiante est transférée à l'hôpital. Elle succombe malheureusement à ses blessures. Heure du décès, 10h25. Le scandale éclate, et alors tout le monde se rejette la faute. Comment un enseignant a pu se retrouver seul pour fermer ce portail si lourd ? Pourquoi l'école n'a pas mis en place des mesures de sécurité ? Pourquoi l'élève était si désespéré à l'idée d'être en retard ? Finalement, la justice a tranché. Cette affaire est un homicide involontaire.
Le directeur est destitué de ses fonctions pour ne pas avoir inscrit les règles de sécurité convenables. Et le lycée, pendant plusieurs années, fut retiré des recommandations de l'université. Plutôt étrange de pénaliser les élèves qui n'ont rien demandé. Ça encourage bizarrement toujours et encore à limiter les scandales, quitte à les cacher sous le tapis. Et le plus glaçant, c'est que quelques années plus tard, Hosoi sort un livre où il maintient qu'il n'y avait rien de mal dans ses actes. Il n'a fait que suivre les règles. Comme quoi le Japon a encore un long chemin à parcourir pour comprendre que tout ne peut pas être régi par des textes. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment pour moi un pur kiff de tourner dans ce genre de lieu. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine.